C'est un hors-la-loi. C'est une canaille, un rebelle. Il est drôle, il est séduisant, il est sexy. Who is this? It's Robin Hood. Robin Hood. Welcome to Sherwood, my lady. Caché parmi les 60 volumes du vénérable Oxford Dictionary of National Biography, qui regroupe les personnalités importantes de l'histoire du Royaume-Uni, se trouve une anomalie, un cas unique, une exception so British. Robin Hood est le seul personnage de fiction au milieu de toutes ces célébrités. Comment un hors-la-loi, un voleur en col en verre est-il devenu un des symboles majeurs de la pop culture anglaise? Un mythe qui, depuis 8 siècles, ne cesse de se réinventer. Le fait qu'il soit l'unique personnage de fiction présent dans l'Oxford Dictionary illustre bien la force de sa légende. Ça donne une idée de son importance. Vous savez, on retrouve Robin des Bois sous différents noms comme l'Homme Vert, Robin des Bois, Robin de Locksley, Robert de ceci ou de cela depuis des siècles. Donc, moi je crois qu'il a dû exister, ou au moins représenter une forme d'idéalisme, comme si les périodes historiques difficiles s'inventaient elles-mêmes des héros pour les combattre. C'est une indication du besoin profond qu'ont les Anglais de croire que Robin des Bois était un personnage réel. C'est une question de foi. Robin des Bois a forcément existé parce que j'y crois. Cela relève presque du religieux. Robin des Bois est très important dans la culture anglaise. Il est aujourd'hui une figure du médiévalisme. Il représente aussi la résistance à l'autorité qui peut s'adapter au fil du temps à différents contextes historiques et politiques. Mais plus encore, Robin des Bois montre qu'on peut être hors la loi et ne pas en subir les conséquences. Il défend des valeurs et le fait qu'il soit le seul personnage de fiction de l'Oxford Dictionary l'illustre parfaitement. Robin des Bois fait partie du folklore national anglais. Il symbolise un homme qui aurait bien pu exister et qui représente une manière d'être. Son histoire est si malléable qu'elle peut être continuellement complétée et consolidée. Richard Green in The Adventures of Robin Hood. C'est une telle icône britannique, complètement intégrée dans notre culture. On aurait pu mettre Kevin Costner en costume d'époque et appeler le film Bob le charmant hors-la-loi. Personne ne serait allé le voir. Parce que ce qui crée le désir, c'est Robin des Bois. Et tout le monde le connaît. C'est une marque. C'est au cœur de la forêt, matrice des légendes et des mythes, que tout a commencé. À l'ombre des chênes centenaires de Sherwood, à la lisière du réel et de l'imaginaire, le mythe de Robin Hood plonge ses racines dans le terreau fertile du folklore et des croyances populaires. Mais que sait-on vraiment de lui? Qui se cache derrière le Hood?
Nous avons peu d'informations sur Robin des Bois au Moyen-Âge, car peu de documents ont survécu. Les récits de la vie de Robin des Bois étaient extrêmement populaires, uniquement transmis oralement, donc en dehors de la culture documentaire. Au Moyen-Âge, tous ceux qui parlaient anglais possédaient une pièce culturelle essentielle, l'histoire de Robin des Bois. Le XIVe siècle en Angleterre a été une période de climat très rude, d'épidémies de peste, de circonstances sociales difficiles. Robin des Bois est un homme du peuple, dissimulé sous une capuche, un paysan propriétaire de ses terres, un homme ordinaire, mais libre. Et malgré le fait qu'il change au cours du temps, Robin représente toujours une sorte de loi naturelle. C'est une créature du monde sauvage. Je dirais même qu'il n'est qu'à moitié humain, parce qu'il n'est qu'à moitié civilisé. C'est pour cela qu'il peut être tant de choses à la fois et incarner différents personnages. Il n'est pas cantonné, coincé dans une boîte comme nous dans nos sociétés. Il brise toutes les règles, et c'est pour ça qu'il peut changer et agir quand nous ne le pouvons pas. Archer, swordsman, outlaw. Robin Hood, champion of the poor. Now comes his greatest adventure as he challenges a tyrant and his men to crush a rule of terror. Sombre et mystérieuse, la forêt médiévale est un territoire de chasse réservé aux puissants. Mais ces frondaisons servent aussi de refuge aux hors-la-loi et aux déshérités. Camouflé par le vert du feuillage, Robin en a fait son royaume. Un royaume périlleux et sauvage, qui a ses propres lois. La caractéristique importante de la forêt dans l'histoire médiévale de Robin des Bois est qu'elle se trouve juste à côté d'une ville. Ce n'est pas une forêt lointaine au fin fond des montagnes. Ce n'est pas un endroit romantique. C'est le refuge où vous pouvez vous cacher des autorités. La forêt est extrêmement importante dans la légende. C'est leur cachette, c'est là où ils vivent. Mais c'est aussi un monde extraordinaire. Par exemple, pour les scènes de bataille, beaucoup se passe dans les arbres, parce que ça a du sens d'y grimper pour échapper à vos assaillants. Être hors-la-loi était une activité saisonnière. On ne pouvait le faire que du printemps à la fin de l'été. Parce que vous pouvez dormir dehors sans mourir de froid. Vous pouvez vous couvrir de feuillage pour vous camoufler et vous mettre en embuscade. Si vous allez à Sherwood en hiver, ce que j'ai fait, vous avez une vue dégagée à des kilomètres à la ronde parce qu'il n'y a pas de feuilles sur les arbres. Et vous ne pouvez pas surprendre quelqu'un parce qu'il vous voit venir de loin. La forêt sert de refuge ou d'évasion. C'est une échappatoire au cadre des relations sociales qui fondent la vie quotidienne. Et je pense qu'elle représente aussi la possibilité de vivre des relations que l'on a choisies, et celle de l'équité naturelle, en d'autres termes, la possibilité d'être égaux. Robin des Bois est peut-être le premier égalitariste. Cette idée que l'amitié et la camaraderie proposent un statut privilégié qui ne peut être apprécié dans la hiérarchie de la société ordinaire. With the clash of sword against sword, his name and fame swept across a nation. Robin Hood, the outlaw, whose legendary adventures still live today. Au fil des récits, Robin Hood le solitaire fait de nombreuses rencontres, vite transformées en de solides amitiés. Il forme avec Little John, Will Scarlet et quelques autres une communauté hétéroclite, une fraternité de brigands, une bande de hors-la-loi qui écume la forêt et qu'il ne fait pas toujours bon rencontrer.
Robin et la forêt représentent davantage qu'eux-mêmes. Cela suggère qu'il est le seigneur de la forêt et le seigneur de la nature. Ça le rattache aux traditions et valeurs païennes. Il devient un homme qui n'hésite pas à se servir du pouvoir des armes et de sa férocité pour traiter avec d'infâmes agents de la loi et parfois les tuer. Le shérif se fait décapiter ici ou là. Robin des Bois est clairement un bandit social. Le Robin des ballades d'origine est un escroc. C'est un voleur, un meurtrier qui vole les gens, mais pas pour donner aux pauvres. En fait, dans 2 ballades moyenâgeuses, Le Moine et Le Potier sont décrits des actes de grande violence, de violence massive, des assassinats et autres crimes, y compris le meurtre de sang-froid. Le spectacle du combat, d'un corps à corps, est vraiment ce qui attire et captive en premier l'auditoire. Je pense que si quelqu'un se levait et disait « Je vais vous raconter une histoire de Robin des Bois », personne ne quitterait la pièce. I'm not joining a bout of 3 against 1. Back off, I say. Break up a gentleman's sport, would you? Roger, yeah, quick. C'est une histoire que les gens racontent, se transmettent, qui les amuse et utilisent comme une parabole économique et politique. Au Moyen-Âge, vous aviez un petit nombre de puissants, très riches, qui n'avaient rien à faire d'autre que de s'occuper à des passe-temps aristocratiques, chasser ou forniquer. Et de l'autre côté, vous aviez cette masse immense de paysans pauvres qui travaillaient dur, ne faisaient rien d'autre que travailler et devaient payer des impôts énormes. He has suborned the people of this town to resist the payment of their lawful taxes, which is treason punishable by death. I do now pronounce that sentence. He shall be hanged on the morrow at sunset. Colportés aux 4 coins de l'Angleterre par la tradition orale et les chansons de geste, les exploits violents et transgressifs de Robin sont très populaires auprès du petit peuple. Ils sont une affirmation de liberté, une rébellion sauvage où le vol rétablit une certaine forme de justice que les plus faibles n'osent espérer pour eux-mêmes. La plupart des gens s'accordent à dire que voler est mal. Mais quelque chose dans cette histoire rend l'idée possible que le non-respect de la loi peut être justifié. C'est un hors-la-loi. Il est en dehors de la loi. Être hors-la-loi, c'est être rejeté par la société, expulsé du monde civilisé. On redevient un animal. À l'époque, les brigands étaient comparés à des loups, parce qu'on pouvait tuer un loup, lui couper la tête et obtenir une récompense. Ils étaient réduits à l'état d'animaux. Ils étaient dépouillés de leur humanité. Je crois aussi que cela fait partie de l'image subversive de l'histoire, qu'il n'ait pas de domicile, pas de lieu de travail. Cela le fait plus ressembler à un membre d'un groupe de bandits, comme nous en avons encore aujourd'hui parmi nous. Je pense qu'il est important pour les gens de croire que la rébellion n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Que si le système se détraque trop, il y aura toujours quelqu'un qui se dira « Je me fiche de la loi, de ce que dit la règle. Voilà ce que je vais faire. » Et Robin représente cette possibilité. Now, this forest is wide. It can shelter and clothe and feed a band of good determined men, good swordsmen, good archers, good fighters. Men, if you're willing to fight for our people, I want you. Are you with me? Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse dans le combat de Robin des Bois, c'est qu'il n'est pas tout seul. C'est qu'il arrive à lever les masses derrière lui. Et il serait tout seul à aller piquer le pognon au prince Jean, ça n'aurait pas du tout le même sens. Les gens sont instantanément en faveur de lui et de sa bande, tu vois, spontanément. Il sait prendre ce pouls du peuple et s'appuyer dessus.
Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau, moi, c'est les moments où on sent qu'il arrive à ranimer quelque chose chez les gens, quoi. Parce que c'est ça qui est le plus compliqué. À la fin du Moyen-Âge, je pense que Robin des Bois représente une nouvelle classe sociale. Il n'est pas un aristocrate, il n'est pas un serf, il n'est pas un ouvrier agricole, c'est un paysan propriétaire de ses terres, un homme indépendant et qualifié. Il est le nouveau visage d'un nouveau monde. Le début du XVIe siècle marque une étape décisive dans la diffusion du mythe de Robin. Ses aventures, jusqu'ici chantées par les trouvères, sont rassemblées et publiées sous la forme d'un long poème intitulé A Little Jest of Robin Hood. Une compilation de ses exploits qui marque un premier pas dans la construction médiatique de la légende. La geste de Robin des Bois, comme nous l'appelons, est très importante. C'est un texte imprimé dont la première édition est située dans les années 1500 et il y en a eu de nombreux autres par la suite. C'est un recueil des histoires de Robin des Bois. Le récit commence par un banquet avec ses hommes, raconte comment le roi lui accorde son pardon et lui demande de servir la cour. Mais Robin trouve tout cela terriblement ennuyeux et préfère retourner dans la forêt pour être Robin des Bois. Lovely here, all together. I don't ever to leave you again. Don't you want to come and La geste apporte pour la première fois l'idée que l'action de Robin est d'aider les pauvres. Le recueil finit sur ces mots « Il était un bon hors-la-loi et fit grand bien aux hommes pauvres ». Donc dans la geste, Robin est moral, admirable, courageux et c'est un grand archer. Святым Кезготом. Сам дьявол тебе помогает. Sous le règne des Tudors, Robin connaît son premier grand changement de statut. En 1598, Anthony Munday écrit 2 pièces de théâtre, La chute de Robin des Bois et La mort de Robin des Bois. Et là, pour la première fois, Robin est anobli. Un noble qui est maltraité par le roi Jean, ce qui est nouveau, et donc il peut résister car c'est un vrai seigneur contre un mauvais roi. Quand le bon roi Richard Cœur de Lion revient des croisades, il lui dit « Bien joué Robin ». Cela politise l'histoire d'une nouvelle manière. England stands deep in debt to you and to all your brave bowmen. Robin Fitzooth. Henceforth you shall be known as Robin, Earl of Locksley. Rise up, Sir Robin. Robin des Bois n'incarne jamais la Révolution. Certes, il coupe la tête du shérif, mais n'envisage jamais de détrôner le roi. Clairement, Robin des Bois ne cherche pas à obtenir des avantages. Les crimes qu'il commet ne sont pas prémédités. Ils reposent sur des impulsions et la nécessité d'une justice de proximité. Here he is with his merry band of men, the bustling Friar Tuck, battling Little John, the villainous Roger de Courtenay, and the lovely Maid Marian. A challenge for Robin Hood. Anobli, Robin Hood n'est plus un dangereux bandit social anarchisant, mais le loyal sujet du bon roi Richard parti aux croisades. C'est un nouveau Robin, défenseur de l'ordre juste et établi, qui combat l'usurpateur Jean sans terre. Grâce à ce changement de statut, Robin est prêt pour la romance, et la belle Lady Marianne sera bientôt à ses côtés pour ne plus jamais le quitter. C'est la naissance du Robin romantique, plus aimé que jamais. Lady Marianne est un personnage intéressant parce qu'initialement, elle était liée à Frère Tuck.
C'est ce gros bonhomme comique, et elle est cette horrible femme qui ne cesse de l'embêter. À eux deux, ils sont le duo comique des pièces de théâtre sur Robin des Bois. Elle change par la suite, évidemment, et devient la magnifique jeune femme dont Robin tombe amoureux. Il reste absolument fidèle à son amour. Il ne la trompe jamais. Elle restera sa vie entière son unique amour auquel il sera toujours fidèle. Et je trouve cela très romantique. Lady Marianne est le seul personnage féminin. C'est une aristocrate. Elle aime Robin et part avec lui dans la forêt et devient sa femme. Mais la tradition d'un Robin seul existe encore dans les ballades du XVIIe et XVIIIe siècle, et il n'y a pas beaucoup de passages sur Lady Marianne. Dans le roman du XIXe siècle, quand l'histoire s'adresse à toute la famille, Marianne devient un personnage permanent parce qu'il est alors nécessaire d'introduire une héroïne. Le roman de Walter Scott, Ivanhoe, est un tournant crucial dans la fabrication de la légende de Robin des Bois. Bien qu'il soit un personnage secondaire dans ce qui est sans aucun doute un grand roman, il devient alors presque une figure ethnique, quelqu'un qui défend l'anglo-saxonisme, l'ethnicité anglaise. À l'orée du XIXe siècle, avec Ivanhoe, le célèbre roman historique de Walter Scott, Robin accède au panthéon des héros nationaux. Le personnage d'Ivanhoe, banni pour sa fidélité au roi, est un double miroir de Robin. Le roman, qui a pour but de cimenter la nation anglaise, relate l'affrontement entre Normands et Saxons dans l'Angleterre déchirée. Robin, par sa loyauté, réunira les deux parties en sauvant le roi Richard et en aidant les Saxons dépossédés à retrouver une juste place dans le royaume. L'invasion normande a été une humiliation énorme pour le pays. Robin des Bois a guéri cette blessure entre les Saxons et les Normands. Même s'il n'existait pas encore à l'époque de l'invasion, il arrive beaucoup plus tard. Il aide à l'unification en quelque sorte. Walter Scott était très intéressé par le nationalisme, on pourrait même dire par le racisme, et Robin devient un héros national, symbole de l'identité anglaise. Ce qui veut dire qu'il est un combattant doué et un honnête homme, comme les Anglais aiment à le penser d'eux-mêmes. Sir Walter Scott, the great storyteller, gathers his characters together at the tournament at Ashby. Here for the sports of chivalry come Rowena, Saxon queen, on the arm of Cedric, and Isaac of York with his daughter, the beautiful Rebecca. Here too come Locksley in this forest outlaw. Ivanhoe est un véritable best-seller qui fait de Robin, devenu comte de Locksley, le héros anglais par excellence, participant sous la plume de Walter Scott à l'édification du roman national anglais. C'est ce qui rend Robin des Bois si original. C'est une histoire politique. Elle a certaines caractéristiques d'une histoire pour adultes. Ces trois éléments essentiels qui font un bon récit: l'amour, la mort et l'argent. C'est le premier et sûrement le dernier mythe politico-économique que la plupart d'entre nous retiennent. This time, Robin Hood, you're a dead man. You've been wrong before. Predictions aren't your strong point. Maybe. But this time you've drawn the death card. Will you stake your life on it? Si Walter Scott a fait de Robin une icône anglaise, c'est un Américain, Howard Pyle, qui lui offre une nouvelle audience en le faisant entrer dans la littérature pour la jeunesse. En traversant l'océan, Robin devient un héros pour tous, le bandit au grand cœur qu'on partage en famille, préfigurant le succès colossal du film de Walt Disney un siècle plus tard.
Howard Pyle redessine le mythe d'un héros apaisé, le préparant ainsi pour une nouvelle vie et de multiples exploitations futures. Les joyeuses aventures de Robin des Bois par Howard Pyle en 1883 est la première étape de l'américanisation de Robin. Pyle est l'un des grands illustrateurs de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Donc je pense qu'il a eu une réelle influence sur la manière dont les gens comprennent Robin des Bois. Pyle a réussi à produire non pas une nouvelle version de Robin des Bois, mais une adaptation de tous les récits traditionnels. Et c'est pour moi une réussite majeure qui est devenue la version canonique de Robin des Bois, de 1883 jusqu'à nos jours. Pyle était un Quaker et son Robin ne se bat que contre un. Il tue rarement et ce qu'il aime faire le plus, c'est monter à cheval, jouer avec ses amis et c'est ainsi qu'il est représenté par Pyle. Les enfants y voient cette histoire merveilleuse d'un héros qui se cache dans la forêt, qui organise des hold-up et joue avec des arcs et des flèches. Et les adultes, je crois, peuvent y lire un message plus mature qui parle de rébellion et de l'attrait sexy de Robin. Comme on dit dans l'industrie du film, cette histoire remplit les 4 cadrans, les adultes hommes et femmes et les enfants filles et garçons. L'histoire écrite par Pyle a été celle utilisée dans les premiers films sur Robin des Bois. On peut clairement y voir son influence. Ils ont dû regarder les illustrations et se demander comment va-t-on en faire un film. La légende a bien poussé, vigoureuse et solide. Elle peut maintenant étendre ses branches dans toutes les directions. Robin, plus populaire que jamais, est bien armé pour affronter le XXe siècle. Il change de forêt, passant de Sherwood à Hollywood. Le cinéma s'empare du mythe, qu'il dynamise et diffuse dans le monde entier, propulsant Robin au rang d'action hero jubilatoire. By 1922, comedian acrobat Douglas Fairbanks had given the elaborate costume spectacle a permanent place in motion pictures. Le tournant déterminant est à mon avis le film de Douglas Fairbanks en 1922. Fairbanks était un athlète et en tant que tel, il prend le contrôle du film par une série de cascades bondissantes. Il y a quelques séquences vraiment merveilleuses dans lesquelles il court le long des tourelles du château et a littéralement l'air de voler, de traverser les airs. Même lorsqu'il se tient debout sur le sol, il met souvent ses mains sur ses hanches, prenant le plus d'espace possible. Et parce que c'était un film muet, il a été immédiatement accessible aux spectateurs du monde entier. Fairbanks a été l'avènement d'Hollywood comme référence de la culture populaire internationale et de l'américanisation de Robin des Bois en particulier. Tout le monde connaît ce personnage, Robin des Bois. Son nom seul représente déjà quelque chose pour le public. C'est une marque, et ça vaut de l'or. Le film avec Errol Flynn est une deuxième étape importante. Il est réalisé par un Hongrois, mis en musique par un compositeur autrichien qui a d'ailleurs remporté un Oscar pour ce film, avec une star australo-tasmanienne qui partage l'affiche avec une étoile anglaise devenue américaine et avec une distribution anglaise. C'est pour moi tout ce qui montre comment Hollywood est devenu le centre international et le producteur de la culture populaire pour le monde entier. Tout acteur qui s'imagine en héros romantique de films d'action rêve de jouer ce personnage. Il n'est pas seulement un personnage d'action, il a aussi énormément de charme. C'est une canaille, un rebelle. Il sait se défendre. Il sait comment se sortir d'une situation désespérée et vous mettre hors de danger. Vraiment, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander de plus ? Lorsque le film avec Flynn était en développement, le scénariste est allé voir Hal Wallis, le producteur, et lui a dit « Vous savez, dans les premiers textes sur Robin des Bois, il n'y avait pas de Lady Marianne. On devrait faire un film juste sur Robin, sans Marianne, pour être fidèle à l'histoire originale. » Et Hal Wallis lui a répondu « Vous êtes dingue ou quoi? Mettez-la dans le film le plus tôt possible, et gardez-la le plus longtemps possible. »
Then you do love me, don't you? Don't you? You know I do. Well, that's different. Dans les années 30, il y avait à Hollywood un fort sentiment socialiste. Et vous pouvez voir que le Robin des Bois d'Errol Flynn est vraiment un personnage socialiste. En cela, il répond à la politique de l'époque. Il vole aux riches pour donner aux pauvres. C'est son slogan, c'est ce qu'il fait. Et c'est par essence un programme politique. Et le message qu'il laisse est « c'est la meilleure chose à faire ». Cela résonne avec notre sens de la justice. Pourquoi les gens qui n'ont rien devraient mourir de faim et les gens qui possèdent tant, et certainement plus qu'ils n'en auraient jamais besoin, ne devraient pas partager. S'ils refusent de partager, eh bien, laissez-les se faire voler. Le pouvoir du film d'Errol Flynn fut gigantesque. Beaucoup de Robins des Bois, y compris le mien, ont été influencés par celui de Flynn en 1938. Il y a autre chose dans Robin des Bois, c'est l'aspect joyeux. C'est l'espoir, c'est la joie qui fait qu'on peut parvenir à réveiller les gens. Et il y a ce côté ludique chez Robin des Bois et qui fait qu'on a envie de se marrer avec lui et qu'on a envie d'aller se bagarrer contre les autres avec lui et de leur faire des coups et de ruser et de les prendre à leur propre piège et tout ça. Le film avec Flynn a été un tel succès qu'il a en fait paralysé les réalisateurs. Personne ne se sentait capable de faire un film sur Robin des Bois après celui-là. Et donc, vous avez toute une série de films, Le Fils de Robin des Bois Junior, etc., qui se présentent tous comme un hommage au Robin des Bois de Flynn, sans toutefois y apporter quoi que ce soit de nouveau. Et la plupart ont été faits avec très peu de moyens. Who are you then? The Sheriff of Nottingham and Sir Guy de Clermont called me outlaw. My men here, they address me as Robin. Robin Hood? Aye. Robin est une superstar internationale et je crois que c'est directement lié au film, ce qui l'a rendu moins spécifique. Ce qui découle de cela, c'est que tout le monde connaît Robin des Bois, la star internationale, et se l'approprie. Robin est le premier super-héros européen médiéval. En grandissant, vous entendez parler de Robin des Bois. Vous lisez ses bandes dessinées, ses aventures en roman. C'est inscrit dans vos gènes. Il fait partie de votre culture. C'est ce qu'adorent les réalisateurs et les studios de cinéma, parce que ça attire automatiquement les spectateurs. C'est ça que Robin des Bois représente. Quand vous recevez la bande dessinée du mois, vous la savourez, parce que vous savez que le mois prochain, vous allez recevoir une nouvelle aventure de Robin des Bois. Elle sera inédite, mais toujours familière. Et c'est ce qui me paraît être central dans ce qui rend Robin des Bois si populaire. Il est drôle, il est beau, il est sexy. Pourquoi est-ce que cela ne ferait pas un carton dans tous les médias, radio, télé, cinéma, dessins animés ? Je ne suis pas surpris par la capacité de la légende à toujours trouver de nouveaux marchés en se servant de ce qui existe déjà. En d'autres termes, se revendiquer comme fidèle à l'idée originale tout en la renouvelant, des ballades jusqu'aux séries télévisées. That'll be all right. Wash it out and bind it up. Consacrée star hollywoodienne par l'extraordinaire succès du virevoltant Errol Flynn, Robin s'impose comme une icône pop à la modernité spectaculaire. Il semble avoir atteint un sommet indépassable. Il fait la une des magazines et vend même de la farine ou des vélos. Presented by Band-Aid plastic strips with super stick. Au fil des décennies, le mythe s'épuise et Robin végète à l'ombre de sa légende. Il lui faudra des années pour se réinventer.
c'est avec un nouveau médium, le dessin animé, qu'il fait un retour fracassant sous les traits d'un renard rusé et bon enfant. Une transformation qui fait de Robin une star planétaire. Pour moi, le film de Walt Disney est une réponse brillante à la paralysie et l'appauvrissement qui ont suivi le film avec Flynn. Disney décide de faire quelque chose de complètement différent et produit cette version haut de gamme de Robin des Bois, vraiment ingénieuse et parfois déconcertante, dans laquelle tous les personnages sont des animaux. Quand j'ai commencé à m'intéresser à Robin des Bois comme sujet de recherche dans les années 80-90, quand je demandais à mes étudiants « Que connaissez-vous de Robin des Bois ?», ils vous citaient automatiquement le film de Disney. You know something, Robin, I was just wondering. Are we good guys or bad guys? You know, I mean, are robbing the rich to feed the poor? Rob? That's a naughty word. We never rob. We just sort of borrow a bit from those who can afford it. Même ravalé par Walt Disney et par Errol Flynn, il reste quelque chose de subversif chez Robin des Bois, c'est que de toute façon c'est un hors-la-loi et il prend aux riches pour donner aux pauvres. Si les gamins veulent se prendre pour Robin des Bois, ça me paraît être une bonne graine de semer pour la suite. How do I look, huh? Not much like Mr. Robin Hood. She's right. There is something missing. Of course. There you go. Boy, oh boy. Now how do I look? Si le Robin Hood, revisité par Disney, marque l'apogée du héros familial, joyeux et léger, les adaptations cinématographiques suivantes impriment au personnage une couleur bien plus sombre. Le temps de l'insouciance est terminé, et le nouvel Hollywood se teinte des problèmes de l'époque. Guerre du Vietnam, fin de la contre-culture et choc pétrolier. Robin, une fois de plus, se fait le reflet de son temps, sous les traits d'un héros plus adulte et plus grave. Robin des Bois est immortel, car l'histoire n'aime pas le voir mourir. Il y a un très bon film de 1976, La Rose et la Flèche, avec Sean Connery et Audrey Hepburn. C'est un film formidable. This is Kirkley Abbey. Right you are, and I'm the abbess. Who are you? Good God, it's Marion. Le pitch du film était Robin des Bois 20 ans plus tard, et le titre du scénario d'origine était La mort de Robin des Bois. Richard Lester, le réalisateur, en fait un film plutôt sérieux. Vous avez Sean Connery, victime de stress post-traumatique à cause des massacres des musulmans pendant les croisades, cet ancien amour qui se rallume après 20 ans et une sorte de suicide fou. Tous ces aspects du film ne fonctionnent pas très bien ensemble. Et en plus, il meurt. C'est le seul film sur Robin des Bois qui n'a jamais rapporté d'argent. Cette histoire a été racontée tellement de fois depuis le XIVe siècle que vous devez y apporter un nouveau point de vue pour toucher le public d'une nouvelle manière. Ça a été une surprise. J'ai reçu un coup de téléphone des producteurs un jeudi pour me dire « On produit un Robin des Bois, tu veux le réaliser ?» La semaine suivante, Kevin Costner m'appelle. Il me dit « Peut-on se parler ? Tu étais au courant que je devais jouer dans un autre Robin des Bois ?» Il y avait 3 projets sur Robin des Bois qui se faisaient concurrence, et un producteur malin s'en est rendu compte. Il m'a engagé, moi, dans l'espoir que Costner renonce à jouer dans un autre film, ce que Kevin a fait. J'essayais de trouver un angle nouveau pour raconter cette histoire. Je lisais le scénario pour le réécrire, et je ne sais pas pourquoi, mais le personnage qui pour moi bondissait de la page était le shérif de Nottingham. Il me rappelait le capitaine Crochet du Peter Pan de Disney. Et quand Alan Rickman a rejoint le film, il a complètement compris ce que j'essayais de trouver avec ce personnage. Il en a fait quelque chose de formidable. C'est une des choses qui pour moi rend ce film unique. Robin Hood steals money from my pocket, forcing me to hurt the public. And they love him for it? Yes. That's it then. Cancel the kitchen scraps for lepers and orphans. No more merciful beheadings. And call off Christmas. Il y a les compagnons habituels de Robin, mais aussi Azim. I am not one of you, but I fight
Morgan Freeman, dans le rôle du grand et noble musulman noir, qu'est-ce qu'il peut bien représenter? On est au moment de la guerre du Golfe, un moment aussi de résistance afro-américaine aux États-Unis. Et il semble qu'il est là pour représenter la possibilité du bon musulman et aussi du bon afro-américain. If you would be free men, then you must fight. Join us now. Join Robin Hood. On ne voulait pas que Robin porte son petit chapeau vert à plumes et son costume vert Lincoln avec les petites découpes, parce que je trouvais ça ridicule. Quand Mel Brooks a fait son film Sacré Robin des Bois, c'est exactement comme ça qu'il était costumé, parce que c'est ça le cliché. Ça a donc été une décision très réfléchie de ne pas suivre cette direction pour les costumes. Et j'ai engagé quelqu'un qui amenait un point de vue original sur l'image que Robin devait avoir. Avec le film de Kevin Reynolds, Robin Hood range définitivement au placard les attributs classiques qui ont fait son succès. Adieu col en vert et chapeau à plumes. La légèreté laisse place à une version plus réaliste et plus pragmatique du héros. Accentuant cette tendance, Ridley Scott fait de Robin un soldat sorti du rang, une sorte d'anti-héros pris dans les tourments de la guerre. Ce qui est intéressant, c'est de replacer le film dans un contexte historique factuel. Le moment intéressant m'a paru être le retour des croisades de Richard Cœur de Lion. Il a été kidnappé en Allemagne, a payé sa rançon, et il rentre en Angleterre pour retrouver son frère, le roi Jean, régent frustré d'Angleterre. Son armée est majoritairement composée de paysans archers, et l'un d'eux s'appelle Robin Longstride. Longstride est un très ancien patronyme anglais, et il deviendra plus tard Robin des Bois. Pour Russell Crowe et Ridley Scott, une des manières d'amener ce nouveau personnage a été la construction de son histoire personnelle. Il devait évidemment avoir un passé précis qui expliquerait la transformation de ce simple soldat en idéologue déterminé à se battre pour une juste cause. Ridley et moi, quand on a commencé à chercher dans l'histoire le moment le plus approprié pour qu'un leader comme Robin des Bois puisse exister et mettre la pression sur le monarque, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas le placer avant le règne de Richard. Avec lui, Robin a fait les croisades, traversant la France jusqu'à la Palestine. Il a vu le contrôle de l'Église en Italie. Il a pu constater des effets de la démocratie en Grèce. Il a vu les empires du Moyen-Orient. Quand il revient en Angleterre, où un homme n'a même pas le droit de vivre dans la forêt et s'occuper de ses propres affaires, il est frappé par cette injustice. Prenez ses motivations et ce qu'il a vécu, mettez-les ensemble et vous obtenez Robin des Bois. C'est une histoire très divertissante, un porte-manteau sur lequel vous pouvez accrocher une bonne histoire. Vous pouvez en faire une histoire de vengeance, une histoire d'amour, ou raconter une histoire d'escroquerie et de défaite, ou celle d'un outsider qui s'élève au-dessus de tous et triomphe de ses ennemis. Vous pouvez accrocher toutes ces histoires sur le porte-manteau de Robin des Bois. Et à chaque fois, vous obtiendrez une histoire satisfaisante. Yes, well, there we are. Congratulations. Well done. There we are. Well done. Congratulations. Is that absolutely necessary? Or Stuart, do you think? Yes. What did he say? He says, yeah, he's afraid it is. Ah, fine, fine. There we are, madam. Congratulations. On n'était pas les premiers à faire une histoire de Robin des Bois, et on ne sera pas les derniers. Dans 4 ou 5 siècles, on continuera à raconter cette histoire. Peut-être pas en film, il n'y en aura peut-être plus. On se branchera une prise dans la tête et l'histoire arrivera directement dans votre cerveau. Mais il y aura toujours une version de Robin des Bois, j'en suis certain. Consacré par tous les médias, Robin Hood est une superstar, un super-héros, mais aussi et surtout un super-modèle. Si la jungle urbaine a remplacé les forêts de Sherwood et d'Hollywood, l'infatigable hors-la-loi est toujours une source d'encouragement et d'inspiration. Justice, restitution, redistribution sont des notions qui résonnent à nos oreilles comme autrefois à celles des paysans anglais. Il n'est donc pas étonnant que son nom serve d'emblème au combat d'aujourd'hui.
suis convaincu qu'il y en a des milliers de Robin des Bois aujourd'hui. Moi, je l'ai utilisé dans le film parce qu'il y a un principe qui est simple chez Robin des Bois, c'est « je prends aux riches pour donner aux pauvres ». Donc il y a un concept de justice par le vol, par la ruse et tout ça, qui est très simple et qui est du coup très efficace pour l'expliquer à des gamins, et en l'occurrence à mes enfants, aux spectateurs aussi. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire, Robin des Bois? Pour prendre l'argent et pour le donner aux pauvres. Et qu'est-ce que nous on va faire alors? Tu crois qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de prendre l'argent et de mettre l'argent aux pauvres. Avec Merci Patron, François Ruffin décoche sa flèche en plein cœur de la cible. Plus de 500 000 spectateurs en France, une diffusion jusqu'au Canada ou au Brésil, et le César du meilleur documentaire. La mondialisation et ses avatars sont le nouveau théâtre d'opération d'un Robin Hood plus nécessaire que jamais. On a quand même aujourd'hui 1% de l'humanité qui possède plus que les 99% restants. Quand on est dans cet ordre d'inégalité-là, réclamer qu'il y ait un renversement égalitaire, qu'on prenne de l'argent aux riches pour le donner aux pauvres, c'est toujours subversif. Il y a plein de raisons tous les jours de se décourager, de baisser les bras, de s'écrouler. Mais le mythe est ce qui te fait te tenir debout et te dire il y en a qui ont tenu avant moi, je tiendrai après. Là, vous avez quelqu'un qui a une pognon. Normalement, vous pouvez réussir à lui en gratter. Mais ça, c'est à vous de vous bagarrer. Si vous ne bagarrez pas, ils lâcheront rien. Ils n'ont pas de raison. Qui sont les Robins des Bois des temps modernes? C'est une question difficile. Peut-être les héros des mouvements de défense de l'environnement. On pourrait aussi estimer que Julian Assange en est un. Mais Robin peut aussi être vu comme un conservateur. Les supporters de Donald Trump pensent qu'il est Robin des Bois. Il faut qu'on reste vigilant sur le sens qu'on donne à ce mythe. Evil Corp, the largest conglomerate in the world, a monster of modern society. I think you secretly hate it here. No, I love it here. Exciting time in the world right now. Exciting time. What do you want from me? You sense something wrong with the world. You know it controls you and everyone you care about. You said there was a project. What's the project? What if you could set in motion the largest revolution the world will ever see? What are you talking about? The single biggest incident of wealth redistribution in history. This is it. Time to shut them down. Récupéré, transformé, adapté, le mythe est toujours là, puissant et efficace. De Mr. Robot à Green Arrow, en passant par la Katniss Everdeen d'Hunger Games, il diffuse un modèle de lutte et d'éthique d'une perpétuelle modernité. Robin des Bois est vivant. Il existe quelque part. Peut-être le croiserez-vous demain et peut-être vous apportera-t-il son aide. Pour moi, c'est ce qui le rend immortel. Je crois que sous la capuche se cache un homme de tous les jours, capable de défendre ses principes et nos vies avec force et fidélité. La capuche est un couvre-chef bon marché, le chapeau d'un homme ordinaire. Et Robin des Bois a intrinsèquement, même quand il est un aristocrate, cette qualité d'homme simple et ces valeurs qu'on partage. Robin des Bois, pour moi, est l'une des figures christiques. Et je ne suis pas chrétien, je ne suis pas croyant. Mais si le Christ a été un mythe qui a fonctionné pendant aussi longtemps et qui, au fond, continue à fonctionner, c'est qu'il répond lui aussi à une nécessité sociale. Et Robin des Bois en est un épigone, mais comme Zorro, par exemple. Donc, c'est-à-dire des personnages qui, à la force de l'épée, du discours ou de l'arc, vont tenter de rétablir un peu de justice sociale. Donc, Robin des Bois est l'un des porteurs de ça. Robin des Bois vit et résonne en chacun de nous, dans des formes différentes, en fonction des représentations que nous avons glanées au fil du temps. Elles peuvent venir d'Hollywood, elles peuvent venir de livres, elles peuvent venir de publicités. Il fait partie de notre culture, avec tous les ingrédients nécessaires, la forêt, les arcs et les flèches, les hors-la-loi, le shérif de Nottingham, et cette promesse essentielle,
Il prend aux riches pour donner aux pauvres. Du bandit de la tradition orale à l'icône de la pop culture, ce qui se cache derrière le hood n'a pas varié depuis 8 siècles. C'est un subtil mélange de divertissement populaire et de messages subversifs. La politique irrigue le mythe depuis ses origines. C'est l'énergie qui le nourrit et qui lui assure une empathie jamais démentie. Plus qu'un héros populaire, Robin est le héros du peuple. Un modèle pour tous ceux qui ne baissent pas les bras. Un héros qui se transforme et réinvente à chaque époque le remède à l'iniquité. Ce qui définit Robin comme l'icône populaire par excellence. Parfaite, indémodable, indépassable, intemporelle, donc immortelle.